Jamais je n'oublierai ce mardi d'avril. Le ciel de Paris s'est levé d'un gris de plomb qui semblait présager ce qui allait arriver. Je m'appelle Sophie Moreau. J'ai 34 ans. Et jusqu'à ce jour, je pensais que ma vie était exactement celle dont j'avais rêvé. Ma routine était simple, mais confortable. Je travaillais comme éditrice dans une petite maison d'édition indépendante. Je vivais dans un appartement chaleureux dans le quartier du Marais, avec mon mari, Antoine, et le week-end, nous rendions généralement visite à mes beaux-parents à Fontainebleau. Nous n'étions pas riches, mais ce que nous avions nous suffisait. C'est du moins ce que je croyais. Ce matin-là, je suis arrivée tôt au bureau. Nous étions sur le point de publier un roman sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, et je voulais vérifier les derniers détails avant de l'envoyer à l'imprimerie. Camille, ma collègue de bureau, m'a saluée avec son café habituel à la main. « Tu as une mine de quelqu'un qui n'a pas bien dormi ?» m'a-t-elle dit en s'asseyant. « Des problèmes avec le manuscrit ?»« Non, le manuscrit est parfait, » ai-je répondu avec un sourire forcé. Je ne voulais pas parler de ce qui m'empêchait vraiment de dormir. La distance grandissante entre Antoine et moi, les appels auxquels il mettait brusquement fin quand j'entrais dans la pièce, son intérêt soudain pour des sorties en solo le vendredi soir. J'ai passé la matinée plongée dans le travail, ce refuge qui me permettait d'oublier pendant quelques heures que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. À midi, j'ai reçu un message d'Antoine. « Il faut qu'on parle. Je t'attends à la maison à 19h. Mon estomac s'est noué. » Ces 5 mots, « il faut qu'on parle », ne présageaient jamais rien de bon. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. J'ai laissé 3 messages qui n'ont reçu que le W bleu du silence. Les heures suivantes furent un supplice. J'avais à peine la force de me concentrer. Camille m'a demandé plusieurs fois si j'allais bien, et je me contentais d'hocher la tête en regardant l'horloge de manière obsessionnelle. À 18h30, je n'en pouvais plus. « J'y vais », ai-je dit à Camille en ramassant mes affaires. « Ça va ? Tu as l'air nerveuse. Antoine veut me parler. Je ne sais pas de quoi, mais ça ne sent pas bon. » Camille m'a serré le bras en signe de soutien. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord ? À n'importe quelle heure. » Je suis sortie dans la rue et l'air frais d'avril m'a fouetté le visage. J'ai décidé de marcher les 10 rues jusqu'à la maison pour me vider la tête. En chemin, je suis passée devant la boulangerie où Antoine et moi achetions des croissants le dimanche, le cinéma où nous avions vu notre premier film ensemble, le parc où il m'avait demandé en mariage il y a 5 ans. Chaque coin de Paris gardait un souvenir de nous, et l'idée de tout perdre me terrifiait. Quand je suis arrivée devant le portail de notre immeuble, je me suis arrêtée. J'ai sorti le miroir de mon sac et je me suis regardée. Des yeux effrayés, les lèvres pincées, mes cheveux châtains relevés en un chignon négligé. J'ai essayé de sourire, mais je n'ai réussi qu'une grimace. « Quoi que ce soit, tu peux y faire face », me suis-je dit en rangeant le miroir. J'ai monté les 4 étages par l'escalier, retardant l'inévitable. Au moment où j'insérais la clé dans la serrure, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Antoine n'était pas seul. J'ai ouvert la porte doucement et je suis restée paralysée sur le seuil. Dans le salon se trouvait Antoine, ses parents Étienne et Hélène, et une femme que je ne connaissais pas. Une femme jeune et belle qui tenait la main de mon mari comme si elle en avait le droit le plus absolu. « Sophie », dit Antoine en se levant, « tu es en avance. » Comme si c'était ça l'important. Comme si le problème était ma ponctualité et non la scène qui se déroulait sous mes yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé d'un filet de voix, même si je le savais déjà. Mon corps le savait avant que mon esprit ne veuille l'accepter. Antoine s'est approché et m'a guidée jusqu'au canapé. Je me suis assise comme une automate, sans quitter des yeux cette femme qui me regardait maintenant avec un mélange de pitié et de triomphe. « Sophie », commença Antoine d'une voix préparée, « voici Lucie. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 mois au cabinet et... Eh bien, quelque chose est né entre nous. 8 mois. Pendant que je me démenais pour notre relation, que je préparais des dîners romantiques et que j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas entre nous, il construisait une autre vie dans mon dos depuis 8 mois. Antoine est amoureux, intervint Hélène, ma belle-mère, comme si elle annonçait une bonne nouvelle. Et Lucie est enceinte de 3 mois. Le temps s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air, sans que je puisse les traiter complètement. Enceinte, 3 mois, amoureux. Nous avons pensé que le mieux serait que tu ailles quelques jours chez ta sœur, continua Antoine, pour que tu puisses digérer la nouvelle pendant que nous préparons les papiers du divorce.
Lucie s'installera ici la semaine prochaine. J'ai regardé autour de moi, cet appartement que nous avions décoré ensemble, les livres que j'avais classés par auteur, les photos de notre mariage sur les étagères. Me demandait-il de quitter ma propre maison pour que sa maîtresse prenne ma place ? L'appartement est à mon nom, dit Antoine, comme s'il lisait dans mes pensées. Mon père a payé l'apport, comme tu le sais bien. Étienne hocha la tête d'un air sévère. Il m'avait toujours regardé ainsi, comme si je n'étais pas assez bien pour son fils, comme s'il m'avait fait une faveur en m'acceptant dans sa famille. Tu as jusqu'à dimanche pour récupérer tes affaires, ajouta Hélène. Tu comprendras que c'est mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde ? Pour qui exactement ? Certainement pas pour moi, qui en quelques minutes avait perdu mon mariage, ma maison et ma dignité. Je me suis levée lentement, sentant que mes jambes me soutenaient à peine. Antoine a essayé de toucher mon bras, mais je me suis écartée comme si son contact me brûlait. « Ne me touche pas », lui ai-je dit d'une voix qui ne semblait pas la mienne. « Ne me touche plus jamais ». J'ai marché jusqu'à la porte sans me retourner. J'avais besoin d'air, d'espace, d'être loin de ces gens qui me regardaient comme si j'étais un vieux meuble dont il fallait se débarrasser. En fermant la porte derrière moi, je me suis appuyée contre le mur du palier et j'ai respiré profondément. Je n'allais pas pleurer. Pas là, pas où ils pourraient m'entendre. J'ai descendu les escaliers, sentant que chaque marche m'éloignait de la vie que j'avais construite et me rapprochait d'un abîme d'incertitude. Dehors, le ciel était toujours gris. J'ai marché sans but pendant des heures, ressassant mentalement chaque moment des derniers mois, cherchant des signes que j'aurais dû voir, des conversations que j'aurais dû interpréter différemment. La trahison faisait mal, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était de réaliser à quel point j'avais été aveugle. Quand le froid de la nuit est devenu insupportable, je me suis assise sur un banc du jardin du Luxembourg. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu les appels manqués d'Antoine. Il avait sûrement regretté sa cruauté et voulait maintenant adoucir les choses. Mais il était trop tard. Quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose que ni ses excuses ni ses explications ne pourraient réparer. Au lieu de le rappeler, j'ai composé le numéro de ma sœur, Anne. Elle vivait à Marseille, à quelques heures de Paris. Je pourrais me réfugier chez elle le temps de décider quoi faire de ma vie. « Sophie ?» Sa voix semblait endormie. « Tout va bien ?»« Non », ai-je répondu. Et enfin, les larmes ont commencé à couler. « Rien ne va bien, Anne. Antoine m'a quittée. Il est avec une autre. Ils vont avoir un enfant. » Le silence à l'autre bout du fil m'a indiqué qu'Anne était en train de digérer la nouvelle. Finalement, elle a parlé. « Viens à la maison, Sophie. Tout de suite. Prends le premier train que tu peux. »« Merci, » ai-je murmuré. « Je t'appellerai quand je saurai à quelle heure j'arrive. » J'ai raccroché et pour la première fois depuis des heures, j'ai senti que je pouvais respirer. Ma vie à Paris était terminée, mais peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin mais le début de quelque chose de nouveau. Le TGV pour Marseille est parti à minuit. Je me suis assise près de la fenêtre, le front appuyé contre la vitre froide, regardant Paris s'éloigner dans un halo de lumière diffuse et de bâtiments qui devenaient de plus en plus petits. J'avais une valise avec l'essentiel, quelques vêtements, des documents importants et mon ordinateur portable. Le reste de mes affaires était encore dans l'appartement, désormais territoire ennemi. Pendant le voyage, j'ai essayé de dormir, mais c'était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Antoine, le regard suffisant de sa mère, la main de Lucie sur la sienne. 3 mois de grossesse. Combien de soirs était-il rentré à la maison après avoir été avec elle ? Combien de fois m'avait-il embrassé avec les lèvres qui, quelques heures plus tôt, en embrassaient une autre ? Mon téléphone a vibré. Un autre message d'Antoine. « Nous pouvons parler civilement. Je ne veux pas que ce soit plus douloureux que nécessaire. » Je l'ai ignoré. Il n'y avait rien à dire. Aucune explication ne pouvait justifier sa trahison, sa cruauté. Je suis arrivée à Marseille avec les premiers rayons du soleil. Anne m'attendait à la gare, son visage un mélange d'inquiétude et de rage contenue. Dès qu'elle m'a vue, elle a couru vers moi et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru un instant qu'elle pourrait me briser. « Je vais le tuer », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Je te jure que je prends la voiture maintenant et que je monte à Paris pour lui casser la figure. » Malgré tout, j'ai souri. Ma sœur avait toujours été l'impulsive, la protectrice, tandis que j'étais la sensée, celle qui réfléchissait avant d'agir. Quelle ironie que ce soit maintenant moi qui avais besoin de protection. Ça n'en vaut pas la peine.
ai-je répondu en m'écartant pour la regarder. Il a déjà fait assez de dégâts. L'appartement d'Anne était petit, mais accueillant, avec vue sur la Méditerranée. Elle m'a installée dans sa chambre d'amis, qui était plutôt un bureau reconverti avec un canapé-lit et des étagères pleines de livres. C'est temporaire, m'a-t-elle assuré en préparant du café dans la cuisine. Jusqu'à ce que tu décides ce que tu veux faire. Je me suis assise à la table de la cuisine, ressentant une fatigue qui allait bien au-delà du physique. Je ne sais pas, Anne. Tout s'est passé si vite. Hier matin, j'avais une vie, et maintenant... Maintenant, tu en as une autre, a-t-elle complété, posant une tasse fumante devant moi. Une que tu décides comment construire. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'appels, de messages et de décisions pratiques. J'ai contacté un avocat recommandé par un ami d'Anne. Maître Dubois était un homme d'âge mûr, avec des yeux bienveillants et une détermination féroce quand je lui ai raconté ma situation. « La première chose à faire est de garantir vos droits », m'a-t-il dit lors de notre première rencontre. « L'appartement est peut-être au nom de votre mari, mais vous avez contribué financièrement pendant 5 ans. Vous avez droit à une compensation. » Antoine a continué d'appeler. Son ton a changé au fil des jours. D'abord conciliant, puis impatient, et finalement menaçant. « Mon père est ami avec le juge Martin », m'a-t-il averti dans son dernier message. Ne rend pas les choses plus difficiles. Un après-midi, alors qu'Anne travaillait, j'ai reçu un appel de Camille, ma collègue de la maison d'édition. Elle était inquiète car je n'étais pas venue au bureau depuis plusieurs jours. « Jean-Pierre est en colère », m'a-t-elle dit en parlant de notre patron. « Il dit que si tu ne reviens pas bientôt, il devra chercher quelqu'un d'autre pour ton poste. » L'idée de perdre aussi mon travail a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce soir-là, quand Anne est rentrée, elle m'a trouvée assise sur le balcon, le regard perdu dans l'horizon marin. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Je vais perdre mon travail », ai-je murmuré. « Et Antoine va tout garder parce que son père connaît le juge. Et moi ? Je suis ici, à des centaines de kilomètres, à me cacher comme si j'avais fait quelque chose de mal. » Anne m'a observé en silence quelques secondes avant de parler. « Et qui dit que tu dois te cacher ? Qui dit que tu dois perdre quoi que ce soit d'autre ?» Je me suis tournée pour la regarder, sans comprendre où elle voulait en venir. « Sophie, tu as toujours été celle qui cède, qui s'adapte, qui apaise les conflits, » a poursuivi Anne. « Mais ce n'est pas une querelle d'enfant. C'est ta vie, c'est ton avenir. Et si tu ne te bats pas pour lui, personne ne le fera. » Ces mots m'ont frappée comme une vague froide. Elle avait raison. Toute ma vie, j'avais été la conciliatrice, celle qui évitait les conflits à tout prix, avec mes parents, avec mes amis, avec Antoine, surtout avec Antoine, dont les désirs semblaient toujours plus importants que les miens. « Et que suggères-tu » ai-je demandé, sentant quelque chose bouger en moi, quelque chose qui était endormi depuis trop longtemps. « Retourne à Paris », a répondu Anne sans hésiter. « Fais face à Antoine et à ses parents. Parle à ton patron. Montre-leur à tous qu'ils ne décideront plus jamais pour toi. » L'idée me terrifiait et m'attirait à la fois. Revenir signifiait affronter Antoine, voir peut-être Lucie installée dans ma maison, faire face aux regards de compassion ou de curiosité morbide. Mais rester à Marseille signifiait abandonner, accepter la défaite sans avoir combattu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné dans mon lit, repassant chaque scénario possible, chaque mot que je dirais, chaque bataille que je devrais livrer si je décidais de revenir. Quand l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux, j'avais pris une décision. Je me suis levée et j'ai préparé du café, en attendant qu'Anne se réveille. Quand elle est apparue dans la cuisine, les cheveux en désordre et le visage endormi, je l'ai regardée droit dans les yeux. « Je vais revenir », ai-je annoncé. Mais pas pour supplier, ni pour me contenter des miettes qu'ils voudront bien me donner. Je vais me battre pour ce qui est à moi. Anne a souri, un sourire de fierté et de satisfaction. Il était temps, petite sœur. Les préparatifs ont été rapides. Maître Dubois m'a obtenu un rendez-vous avec le juge la semaine suivante. Camille m'a assuré qu'elle parlerait à Jean-Pierre pour lui expliquer ma situation. Et Anne m'a prêté sa voiture. « Vas-y et montre-leur qui tu es », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras sur le pas de la porte. « Et si tu as besoin de renfort, je suis à quelques heures de route. » Le voyage de retour à Paris fut très différent de l'aller. Je n'étais plus une femme vaincue fuyant sa vie brisée. J'étais une guerrière retournant sur le champ de bataille, prête à récupérer ce qui était à elle. La première étape fut la maison d'édition.
Jean-Pierre m'a reçu dans son bureau avec une expression sévère qui s'est adoucie quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. C'était un homme juste, malgré son caractère difficile. « Vous auriez pu me le dire avant », m'a-t-il reproché. « J'aurais compris la situation. »« Je sais, et je suis désolée », ai-je répondu. Mais j'étais perdue. J'avais besoin de temps pour tout assimiler. « Bon, votre poste est toujours là », a-t-il finalement concédé. « Le roman est presque prêt pour l'impression, mais nous avons besoin que vous vérifiez les dernières corrections. Je suis sortie de la maison d'édition avec un poids en moins sur les épaules. Au moins, je n'avais pas perdu mon travail, mon indépendance économique. C'était un premier pas, petit mais significatif. L'étape suivante était la plus difficile. L'appartement. Je ne savais pas si Antoine serait là, ou pire, si je trouverais Lucie installée dans ce qui fut autrefois mon foyer. En conduisant dans les rues familières de Paris, je répétais mentalement ce que je dirais, comment j'agirais. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai trouvé. L'appartement était vide. Aucune trace d'Antoine ni de ses affaires. Mes livres étaient toujours sur les étagères, mes tableaux sur les murs, mais tout ce qui lui appartenait avait disparu. Sur la table de la salle à manger, une enveloppe à mon nom. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre d'Antoine et un jeu de clés. « Sophie, j'ai décidé de m'installer avec Lucie dans un nouvel appartement. Mon père dit que c'est mieux légalement, car tu pourrais réclamer celui-ci comme domicile conjugal. Je te laisse les clés. Nous pourrons parler de la vente quand tu seras prête. Antoine. » Je me suis laissée tomber sur une chaise, ne sachant pas s'il fallait rire ou pleurer. Maintenant, il me faisait une faveur. Après tout ce qui s'était passé, j'ai immédiatement appelé Maître Dubois pour l'informer de la nouvelle. Sa réaction fut d'une satisfaction prudente. « C'est bon pour nous », m'a-t-il dit. « Cela montre qu'il reconnaît vos droits sur l'appartement. Et le fait qu'il soit parti volontairement renforce notre position. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit pour la première fois depuis des semaines. L'appartement semblait différent sans la présence d'Antoine, plus grand en quelque sorte, comme si l'espace qu'occupait autrefois son ego était maintenant disponible pour moi. Avant de dormir, j'ai parcouru chaque pièce, redécouvrant des recoins, faisant des plans mentaux des changements que je ferais. Cet endroit avait été le témoin de mon humiliation, mais il serait maintenant le théâtre de ma renaissance. Le matin, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à Hélène, ma belle-mère. Elle portait un manteau cher, et cette expression de supériorité que je connaissais si bien. « Je vois que tu es revenue », dit-elle en guise de salut, essayant d'entrer sans y être invitée. Je suis restée ferme sur le seuil, lui barrant le passage. « Que veux-tu, Hélène ?» ai-je demandé avec un calme que je ne ressentais pas. « Antoine m'a dit qu'il t'a laissé l'appartement temporairement », a-t-elle répondu, en insistant sur le mot « temporairement ». Je suis venue chercher quelques affaires qu'il a laissées. « Tout ce qui appartenait à Antoine est parti avec lui », ai-je répondu. « Il ne reste rien de lui ici. »« Impossible », a-t-elle insisté. « Il y avait des objets de valeur, des affaires de famille. Si Antoine veut quelque chose, qu'il vienne le demander lui-même, l'ai-je coupé. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire. » L'expression d'Hélène est passée de la surprise à l'indignation. Jamais, en 5 ans de mariage, je ne lui avais parlé ainsi. « Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, Sophie, » dit-elle d'une voix glaciale. « Mais je te rappelle que mon fils est en train de fonder une famille. Une vraie famille. Ne nous rends pas les choses difficiles. » Ces paroles étaient conçues pour me blesser, pour me rappeler que je n'avais pas été capable de donner à Antoine ce que Lucie lui donnait. Un enfant. Mais au lieu de la douleur, j'ai ressenti une étrange compassion pour cette femme, qui basait toute son identité sur la vie de son fils. « Au revoir, Hélène », ai-je simplement dit, et j'ai fermé la porte. De l'autre côté, j'ai entendu ses protestations et ses menaces, mais elles ne m'importaient plus. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je contrôlais ma vie, mes décisions, et cette sensation était enivrante. Je me suis servi une tasse de café, et je me suis assise sur le balcon, observant Paris se réveiller. Le ciel n'était plus gris comme ce jour fatidique, mais d'un bleu intense qui promettait des possibilités. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Anne. « Comment ça va ?» a demandé ma sœur avec inquiétude. « Étonnamment bien »,
ai-je répondu avec un sourire qu'elle ne pouvait pas voir mais qu'elle pouvait sûrement sentir. Je crois que je commence à trouver mon chemin. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. L'appartement étant temporairement sécurisé, je me suis concentrée sur la réorganisation de ma vie, pièce par pièce. La première chose a été de changer les serrures. Je ne faisais pas confiance à Antoine ou à Hélène pour respecter mon espace, et l'idée qu'ils puissent entrer quand ils le voulaient m'était insupportable. « Vous êtes sûre, madame ?» m'a demandé le serrurier, un homme âgé aux mains rudes et au regard aimable. « C'est un peu cher de changer toutes les serrures. »« Absolument sûr, » ai-je répondu en signant le devis. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Ensuite, il y a eu la partie légale. Maître Dubois m'a obtenu un rendez-vous avec un médiateur pour tenter de trouver un accord avec Antoine sans avoir à aller au procès. C'est plus rapide et moins coûteux émotionnellement, m'a-t-il expliqué pendant que nous passions en revue la stratégie dans son élégant mais chaleureux cabinet du centre de Paris. Mais s'il ne veut pas coopérer, nous sommes prêts à nous battre. Le jour de la médiation est arrivé plus tôt que je ne l'espérais. Je me suis habillée avec soin. Un tailleur gris foncé, les cheveux relevés en chignon bas, un maquillage discret. Je voulais projeter de la confiance, du professionnalisme, du contrôle. Je me suis regardée dans le miroir avant de sortir, et j'ai à peine reconnu la femme qui me faisait face. Où était la Sophie peu sûre d'elle qui cherchait toujours l'approbation des autres? À sa place, il y avait quelqu'un au regard ferme et au menton haut. Antoine est arrivé au bureau du médiateur avec 10 minutes de retard et sans avocat. Il semblait confiant, comme si ce n'était qu'une simple formalité avant de poursuivre sa nouvelle vie. Il m'a salué d'un baiser sur la joue que j'ai discrètement esquivé. « Tu as l'air en forme », a-t-il commenté pendant que nous nous asseyions. « Marseille t'a fait du bien. »« Je vais bien », ai-je répondu sèchement. Allons droit au but. Le médiateur, un homme d'une 50aine d'années nommé Raphaël, nous a expliqué le processus. Nous allions essayer de parvenir à un accord sur la division des biens, la compensation financière et toute autre question en suspens. L'idéal était que les deux parties repartent satisfaites, a conclu Raphaël. Cela évitera des problèmes futurs. Antoine a parlé le premier, présentant son offre comme s'il me faisait une faveur. Je pouvais garder quelques meubles, il me donnerait une petite compensation financière et il me permettrait de vivre dans l'appartement 3 mois de plus, le temps que je trouve un autre endroit. Étant donné que l'appartement est à mon nom et que mon père a payé l'apport, je pense que c'est une offre généreuse, a-t-il ajouté avec ce sourire condescendant qui m'était maintenant insupportable. Maître Dubois et moi nous sommes regardés. Nous avions prévu quelque chose comme ça. Mon avocat a sorti un dossier et a commencé à détailler notre contre-proposition. La moitié de la valeur de l'appartement, une compensation pour ma contribution pendant 5 ans au patrimoine commun et le maintien dans l'appartement jusqu'à ce que la vente soit résolue. De plus, a ajouté Maître Dubois d'une voix professionnelle mais ferme, nous avons des documents qui prouvent que Madame Moreau a payé les rénovations de l'appartement en 2022 pour une valeur de 15 000 €. Le visage d'Antoine a changé. Il ne s'attendait pas à ce que nous ayons des preuves, à ce que j'ai gardé des factures et des reçus pendant toutes ces années. Sa surprise s'est rapidement transformée en irritation. « C'est ridicule !» a-t-il lâché. « Sophie, tu sais très bien que cet argent venait de nous deux. En réalité, suis-je intervenue pour la première fois. C'était l'argent de mon bonus annuel de la maison d'édition. J'ai les justificatifs du virement depuis mon compte personnel. La médiation a duré des heures. Antoine a essayé plusieurs tactiques. D'abord l'indignation, puis la culpabilité. Tu essaies de ruiner ma nouvelle famille. Et enfin les menaces voilées sur l'influence de son père. Mais je suis restée ferme, soutenue par Maître Dubois et par la documentation que nous avions méticuleusement préparée. À la fin de la journée, Antoine a accédé à presque toutes nos demandes. Non par générosité, mais parce que Maître Dubois a clairement fait savoir que si nous allions au procès, nous pourrions obtenir encore plus. Quand nous avons signé l'accord préliminaire, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. C'était la fin officielle de mon mariage, mais aussi le début de mon indépendance. « Vous avez été brillante », m'a dit Maître Dubois en sortant de l'immeuble. « La plupart de mes clients s'effondrent dans ces situations, mais vous avez gardé votre calme et votre dignité. Je l'ai remercié pour le compliment, même si à l'intérieur, je ressentais un tourbillon d'émotions. J'avais gagné la bataille juridique, mais la guerre émotionnelle était loin d'être terminée. Ce soir-là, assise sur mon balcon avec un verre de vin,
J'ai appelé Anne pour lui raconter les détails. « Je suis si fière de toi », a dit ma sœur. « J'ai toujours su que tu étais plus forte que tu ne le croyais. »« Je ne me sens pas forte, » ai-je avoué. « Je me sens vide, comme si j'avais dépensé toute mon énergie dans ce combat et que maintenant, je ne savais pas quoi faire du reste de ma vie. »« C'est normal, » m'a assuré Anne. « Tu as été tellement concentrée sur la survie que tu n'as pas eu le temps de penser à vivre. Mais ça viendra, je te le promets. » Ces paroles ont résonné en moi les jours suivants. Vivre, pas seulement survivre. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi maintenant? Ma vie avait été si définie par ma relation avec Antoine que j'avais du mal à m'imaginer en dehors de ces paramètres. J'ai décidé de commencer par des changements petits, mais significatifs. J'ai repeint l'appartement d'une couleur différente, réorganisé les meubles, donné les vêtements qui me rappelaient des moments avec Antoine. Chaque modification était un pas de plus vers la création d'un espace qui serait entièrement mien. Au travail, les choses ont aussi commencé à changer. Jean-Pierre m'a proposé un nouveau projet, superviser une collection de jeunes auteurs latino-américaines. Nous avons besoin de quelqu'un avec de la sensibilité et du discernement, m'a-t-il dit lors de notre réunion. Et je pense que vous êtes parfaite pour ça. L'opportunité m'a enthousiasmée. C'était exactement le type de défi créatif dont j'avais besoin pour me distraire et me rappeler que j'avais une valeur professionnelle au-delà de mon échec matrimonial. Camille, ma collègue, est devenue ma confidente au bureau. Nous déjeunions ensemble presque tous les jours, et c'est elle qui m'a encouragée à rejoindre un club de lecture qui se réunissait chaque jeudi dans une librairie près de la maison d'édition. « Ça te fera du bien de rencontrer de nouvelles personnes », a-t-elle insisté, « des gens qui ne te voient pas comme l'ex d'Antoine. » Au début, j'ai résisté. L'idée de me présenter à des inconnus, de parler en public de livres alors que ma propre vie était si désordonnée, m'intimidait. Mais j'ai finalement accepté, plus pour faire plaisir à Camille que par réel intérêt. Le premier jeudi où j'ai assisté au club, j'étais nerveuse. La librairie était un lieu chaleureux, avec des étagères jusqu'au plafond et l'odeur de café et de papier qui m'avait toujours réconfortée. Le groupe était petit, une dizaine de personnes d'âge variés, assises en cercle dans des fauteuils usés. « Bienvenue », m'a salué la modératrice, une femme d'une 60aine d'années nommée Martine. « C'est votre première fois avec nous ?» J'ai hoché la tête, sentant les regards curieux des autres membres. Martine m'a présenté au groupe et m'a expliqué qu'il discutait de « 100 ans de solitude », l'un de mes livres préférés. « Aimeriez-vous partager votre opinion sur le personnage d'Ursula ?» m'a demandé Martine. À ma grande surprise, les mots ont coulé avec facilité. J'ai parlé de la force d'Ursula, de sa capacité à maintenir unie une famille marquée par la tragédie, de sa lucidité même dans la vieillesse et la cécité. Pendant que je parlais, j'ai remarqué qu'un homme de l'autre côté du cercle m'observait avec intérêt. Il devait avoir une 40aine d'années, avec des lunettes à monture épaisse et une barbe soignée qui commençait à montrer des signes de grisonnement prématuré. Quand la réunion s'est terminée, cet homme s'est approché de moi, alors que je ramassais mes affaires. « J'ai beaucoup aimé votre analyse d'Ursula », m'a-t-il dit en me tendant la main. « Je suis Alexandre, professeur de littérature à la Sorbonne. »« Sophie », ai-je répondu en lui serrant la main. « Je suis éditrice. »« Je m'en doutais », a-t-il souri. « Vous avez cette façon de parler des livres, comme s'ils étaient des êtres vivants dont il faut prendre soin. » Son observation m'a surprise et flattée à la fois. Nous avons parlé quelques minutes de plus de Garcia Marquez et d'autres auteurs du boom latino-américain. C'était une conversation purement littéraire, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Un intérêt sincère, une connexion intellectuelle. « Vous viendrez la semaine prochaine ?» m'a demandé Alexandre alors que nous étions sur le point de nous dire au revoir. « Nous discuterons de Pedro Páramo. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » ai-je répondu avec un sourire qui est sorti sans effort, naturel et spontané. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que pendant ces 2 heures, je n'avais pas pensé une seule fois à Antoine, au divorce, ou à tout ce que j'avais perdu. Mon esprit avait été occupé par des idées, des personnages littéraires, l'excitation d'une bonne conversation. Peut-être qu'Anne avait raison. Peut-être que vivre, et pas seulement survivre, consistait en ces petits moments, une discussion sur les livres, un sourire sincère, l'anticipation de quelque chose d'aussi simple qu'une réunion de club de lecture. En arrivant à l'appartement, je me suis préparé une tasse de thé
et je me suis assise sur le canapé avec mon exemplaire de Pedro Páramo. Je voulais le relire avant la prochaine réunion, rafraîchir mes idées, me préparer à participer activement. En tournant les pages, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Ce n'était pas du bonheur exactement, c'était quelque chose de plus subtil, la conscience que, malgré tout ce qui s'était passé, j'étais toujours moi-même, Sophie Moreau, avec mes passions, mes intérêts, ma capacité à m'enthousiasmer pour une bonne histoire. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était un numéro inconnu. Sophie, la voix d'Hélène, mon ex-belle-mère, m'a immédiatement tendue. « Il faut qu'on se parle. »« Nous n'avons rien à nous dire, Hélène, » ai-je répondu en essayant de garder mon calme. « Tout ce qui est légal est géré par les avocats. »« Il ne s'agit pas de ça, » a-t-elle insisté avec un ton que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le ton impérieux habituel, mais quelque chose de plus proche de la supplication. « Il s'agit d'Antoine. Il a des problèmes avec Lucie. Les choses ne vont pas bien et il est... Eh bien, il est anéanti. » Je suis restée silencieuse, traitant ses paroles. Était-elle en train de me dire que l'idylle d'Antoine et Lucie était terminée? Que leur vraie famille était en crise? « Je suis désolée, Hélène, » ai-je finalement dit. « Mais ça ne me regarde plus. » « Mais Sophie, il a besoin de toi, » a-t-elle continué. « Tu as toujours été son roc, sa stabilité. Si seulement tu lui parlais. »« Non, » l'ai-je interrompu fermement. « Je ne serai pas son filet de sécurité. Je ne serai pas là pour ramasser les morceaux quand ses décisions tournent mal. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, Hélène a repris la parole, d'une voix tremblante. « Je comprends, » a-t-elle dit, et pour la première fois en 5 ans, j'ai senti que peut-être elle comprenait vraiment. « Je suis désolée de t'avoir dérangée. » Après avoir raccroché, je suis restée à regarder le téléphone. Il y a quelques semaines, voire quelques jours, j'aurais sauté sur l'occasion d'aider Antoine, de lui prouver que j'étais toujours importante pour lui. Mais maintenant, l'idée me semblait étrangère, comme si elle appartenait à une autre vie, à une autre Sophie. Je suis retournée à mon livre, à l'histoire de Juan Preciado cherchant un père qu'il n'a jamais connu, et je me suis plongée dans Comala, ce village fantôme rempli de murmures et de souvenirs. D'une certaine manière, je sentais que je faisais la même chose, parcourir les vestiges d'une vie passée, écouter ses échos, mais en avançant toujours vers quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar ni sursaut. À mon réveil, j'avais une clarté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le chemin devant moi était encore incertain, plein d'obstacles et de possibilités à parts égales. Mais pour la première fois depuis cet après-midi gris d'avril, je sentais que j'avais la force de le parcourir. Je me suis préparé un petit déjeuner élaboré. Œufs brouillés, pain grillé, jus d'orange fraîchement pressé. C'était un petit luxe que je m'étais refusé pendant des semaines quand j'avais à peine la force de manger. En savourant chaque bouchée, j'ai pensé à toutes les petites décisions que j'avais prises depuis le jour de la rupture. Revenir à Paris, me battre pour ce qui était à moi, changer les serrures, rejoindre le club de lecture. Chacune d'elles avait été un pas vers ma liberté, vers la reconstruction d'une identité propre au-delà d'être la femme d'Antoine. Le chemin serait long, sans aucun doute. Il y aurait des jours difficiles, des moments de doute et de douleur. Mais il y aurait aussi de nouvelles amitiés, des projets professionnels, des conversations sur la littérature, et qui sait quoi d'autre. La vie continuait, différente, mais pas nécessairement pire. J'ai fini mon petit déjeuner, et je me suis préparée à aller à la maison d'édition. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec une jeune auteure espagnole dont le manuscrit avait capté mon attention dès la première page. C'était une histoire de renaissance, d'une femme qui perd tout et trouve la force de se reconstruire sur les cendres. J'ai souri à l'ironie. Parfois, la vie imite l'art, ou peut-être est-ce l'inverse. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement que j'avais autrefois partagé avec Antoine. Cela ne me faisait plus mal de le voir transformé, différent. Au contraire, chaque changement était un rappel de ma capacité à m'adapter, à survivre, à grandir. En avant, me suis-je dit à voix haute en fermant la porte avec ma nouvelle clé. Ce n'est que le premier pas. Les semaines passèrent avec un étrange mélange de rapidité et de lenteur.
Le jeudi est devenu mon jour préféré de la semaine grâce au club de lecture. Nous avons discuté de Pedro Páramo avec passion, débattant sur les fantômes de Comala et les multiples couches de réalité que Juan Rulfo tissait avec maestria. Alexandre et moi étions d'accord sur de nombreuses interprétations, tout en divergeant suffisamment pour maintenir la conversation intéressante. C'est fascinant de voir comment on peut lire le même livre 10 fois et toujours y trouver quelque chose de nouveau, a-t-il commenté alors que nous marchions ensemble après la réunion. C'était devenu une habitude qu'il m'accompagne quelques rues jusqu'à la station de métro. C'est ce que j'aime dans mon travail, ai-je répondu. Chaque manuscrit est un monde à découvrir. Alexandre me regarda avec curiosité. Tu ne m'as jamais raconté comment tu es devenue éditrice. C'était une question simple, mais elle m'a fait réaliser à quel point nous avions parlé de littérature, et si peu de nous-mêmes. C'était peut-être plus facile ainsi de se cacher derrière les mots des autres. J'ai fait des études de lettres modernes, ai-je commencé, alors que nous tournions dans la rue de Rivoli. J'ai toujours voulu être écrivaine, mais j'ai découvert que j'étais meilleure pour améliorer les textes des autres que pour créer les miens. J'ai commencé comme correctrice et j'ai gravi les échelons. Et tu n'as jamais rien écrit à toi ? Sa question a touché un point sensible. Bien sûr que j'avais écrit. Des nouvelles, des poèmes, même le brouillon d'un roman que je gardais dans un tiroir depuis des années. Mais Antoine avait toujours été méprisant envers mes tentatives littéraires. « C'est un joli passe-temps », disait-il souvent. « Mais je ne pense pas que tu aies ce qu'il faut pour être publié. J'ai quelques textes, ai-je finalement admis. Rien qui ne mérite de voir le jour. » Alexandre s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux, avec cette intensité qu'il réservait normalement aux discussions sur Garcia Marquez ou Cortázar. « Je ne te crois pas », a-t-il dit simplement. « Je parie que tu es meilleur que tu ne le penses. » Sa confiance, si différente du scepticisme auquel j'étais habituée, m'a déconcertée. Nous sommes arrivés à la station de métro et nous nous sommes dit au revoir, avec la promesse de nous revoir la semaine suivante. Pendant que le wagon me ramenait chez moi, j'ai pensé au manuscrit oublié. Était-il vraiment aussi mauvais qu'Antoine m'avait fait croire ? Ce soir-là, après le dîner, j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes écrits. Le dossier était là où je l'avais laissé il y a des années, les pages légèrement jaunies par le temps. Le roman parlait d'une jeune archéologue qui découvrait un site oublié dans un village de Provence, déterrant non seulement des vestiges anciens, mais aussi des secrets de famille. J'ai commencé à lire avec appréhension, m'attendant à trouver un texte immature et prétentieux. À ma surprise, bien que certains passages aient définitivement besoin d'être travaillés, l'histoire avait du potentiel. Les personnages avaient de la profondeur, les dialogues sonnaient justes, et l'intrigue, bien que prévisible à certains moments, maintenait l'intérêt. Comment avais-je pu permettre à l'opinion d'Antoine de me réduire au silence pendant si longtemps ? Pourquoi avais-je accepté son jugement comme définitif ? Le téléphone a interrompu mes réflexions. C'était Anne. « Comment ça va, Sophie ?» Sa voix semblait enjouée. « Des nouvelles ?» Je lui ai parlé du club de lecture, d'Alexandre et de nos conversations littéraires, et enfin, de ma redécouverte du manuscrit. « J'ai toujours su que ce roman était bon, » a dit Anne avec fermeté. « Je te l'ai dit quand tu me l'as laissé lire, mais tu étais tellement suspendue à l'opinion d'Antoine que tu ne m'as pas écoutée. » Ces mots m'ont frappée avec la force de la vérité. Anne avait toujours été ma plus grande défenseuse, mais pendant des années, j'avais priorisé l'opinion d'Antoine sur tout autre. « Tu crois que je devrais le reprendre ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Bien sûr que oui », a répondu Anne sans hésiter. « Il est temps que tu croies en toi, Sophie. Le monde a besoin de ta voix. » Après avoir raccroché, je suis retournée au dossier avec un nouveau regard. Je ne voyais plus seulement un projet abandonné, mais une opportunité de renouer avec la personne que j'étais avant que les doutes et l'insécurité ne me dominent. Le lendemain, à la maison d'édition, une surprise m'attendait. Jean-Pierre m'a appelé dans son bureau pour me présenter à Isabel Garcia, l'auteur espagnol dont je révisais le manuscrit. « Sophie sera votre éditrice », a expliqué Jean-Pierre. Elle a un talent particulier pour polir les diamants bruts. Isabelle, une femme d'une trentaine d'années au sourire lumineux et aux yeux expressifs, m'a serré la main avec enthousiasme. « On m'a dit des choses merveilleuses sur vous », m'a-t-elle dit. Camille m'a raconté que grâce à vos suggestions, son roman s'est énormément amélioré. Le compliment m'a prise par surprise. Je ne savais pas que Camille, ma collègue, parlait ainsi de mon travail. En fait, je ne savais pas que quiconque parlait ainsi de mon travail. Isabelle et moi avons passé la matinée à discuter de son roman,
Une histoire puissante sur des femmes dans un village espagnol dévasté par l'histoire. Sa prose était vibrante, poétique, parfois chaotique. Je lui ai suggéré quelques changements structurels et nous avons parlé de la manière d'équilibrer la crudité des événements avec des moments d'espoir. Vous comprenez exactement ce que j'essaie de faire, a dit Isabelle à la fin de notre réunion. C'est comme si vous aviez été dans ma tête pendant que j'écrivais. Je suis juste une bonne lectrice, ai-je répondu, en essayant de minimiser. Non, a-t-elle insisté. Vous êtes une bonne écrivaine. Ça se voit dans la façon dont vous parlez de la structure, des personnages, du rythme. Avez-vous publié quelque chose ? Encore la même question. Cette fois, au lieu de nier immédiatement, j'ai pensé à mon manuscrit redécouvert. Je travaille sur quelque chose, ai-je finalement dit. Rien de terminé pour l'instant. J'adorerais le lire quand il sera prêt, a répondu Isabelle avec sincérité. D'après ce que je vois, vous avez beaucoup à dire. Cet après-midi-là, après le travail, je me suis arrêtée dans une papeterie et j'ai acheté un nouveau carnet. Non pas pour prendre des notes sur les manuscrits des autres, mais pour travailler sur le mien. C'était un acte simple mais symbolique. Je donnais de l'espace à ma voix. Je reconnaissais sa valeur. Les jours ont acquis une nouvelle routine. Le matin, je travaillais à la maison d'édition. L'après-midi, je révisais mon roman. Et les jeudis, j'assistais au club de lecture. Alexandre et moi continuions à converser après les réunions, avec de plus en plus de confiance. Il m'a parlé de son divorce 3 ans plus tôt, de sa fille de 10 ans qui vivait avec son ex-femme à Lyon, de sa passion pour l'enseignement. Les étudiants te gardent jeune, m'a-t-il expliqué un soir alors que nous prenions un café. Ils t'obligent à remettre en question tout ce que tu crois savoir. C'était la première fois que nous nous voyions en dehors du contexte du club. C'était venu naturellement. La réunion s'était prolongée, le temps s'était gâté, et il avait suggéré de nous abriter dans un café voisin jusqu'à ce que ça se calme. Je ne me suis jamais imaginée comme professeur, ai-je avoué. L'idée de parler devant un groupe m'intimidait. « Tu t'en sortirais bien », a-t-il répondu avec cette assurance tranquille que je commençais à associer à lui. « Tu as ce don pour expliquer des idées complexes de manière accessible. » La pluie frappait les vitres du café, créant une atmosphère intime autour de nous. Nous avons parlé pendant des heures, passant de la littérature à nos vies, à nos rêves, à nos peurs. Je lui ai parlé d'Antoine, de la trahison, de ma lutte pour me remettre. Ça explique la tristesse que je vois parfois dans tes yeux, a-t-il dit avec douceur, même quand tu souris. Son observation m'a laissé sans voix. Personne, pas même Anne, n'avait remarqué cette tristesse persistante que j'essayais moi-même d'ignorer. Je vais mieux maintenant, ai-je répondu après un moment. Chaque jour un peu mieux. Alexandre a hoché la tête, sans presser, sans juger. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, a-t-il dit, mais il nous apprend à vivre avec. Quand la pluie s'est calmée, il m'a accompagnée jusqu'à mon appartement. Nous nous sommes dit au revoir sur le pas de la porte avec un baiser sur la joue qui a duré 1 seconde de plus que ce qui était strictement amical. Nous n'en avons pas parlé, mais nous l'avons tous les deux senti. Quelque chose était en train de changer entre nous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit sautait entre des pensées sur Alexandre, sur mon roman, sur l'avenir que je commençais à entrevoir. Un avenir différent de celui que j'avais imaginé en épousant Antoine, mais peut-être plus authentique, plus à moi. Le matin, j'ai reçu un SMS qui m'a brutalement ramené à la réalité. Il faut qu'on se parle. C'est important. Antoine. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, comme je l'avais fait avec ses messages précédents. Mais quelque chose dans la brièveté, dans l'absence de drame, m'a fait douter. Après y avoir réfléchi pendant le petit déjeuner, j'ai simplement répondu « De quoi s'agit-il » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Je préfère te le dire en personne. On peut se voir aujourd'hui après ton travail ?» J'ai consulté Maître Dubois, mon avocat, qui m'a conseillé de rencontrer Antoine dans un lieu public et de garder la conversation centrée sur des questions pratiques. « S'il essaie de vous manipuler émotionnellement, » m'a-t-il prévenu, « mettez fin à la conversation immédiatement. » Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de la maison d'édition à 18h. Je suis arrivée avec 10 minutes de retard exprès, une petite rébellion contre des années de ponctualité méticuleuse pour lui plaire. Antoine était déjà là, assis à une table au fond, l'air fatigué avec une tasse de café devant lui. « Merci d'être venu », a-t-il dit quand je me suis assise. Il n'a pas essayé de m'embrasser ni de me toucher, ce que j'ai silencieusement apprécié.
De quoi voulais-tu parler ? Ai-je demandé, allant droit au but. Antoine a soupiré, passant une main dans ses cheveux avec ce geste que je connaissais si bien. C'est à propos de Lucie, a-t-il commencé. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Si tu es venu me raconter tes problèmes de couple, je m'en vais tout de suite. L'ai-je prévenu, me préparant à me lever. Non, ce n'est pas ça, s'est-il empressé de clarifier. C'est plus compliqué. Lucie n'est pas enceinte. Elle ne l'a jamais été. La révélation m'a laissée stupéfaite. Je me suis souvenu de cet après-midi dans notre appartement, du visage satisfait d'Hélène annonçant la grossesse, de mon monde qui s'effondrait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» ai-je finalement réussi à articuler. « C'était un mensonge », a admis Antoine, en évitant mon regard. Elle a cru qu'elle était enceinte et l'a dit à ma mère avant de le confirmer. Quand nous avons découvert que ce n'était pas vrai, il était trop tard. Ma mère avait fait des plans, avait raconté à toute la famille. Alors vous avez décidé de continuer le mensonge, ai-je complété, sentant une fureur froide grandir en moi. Tu as détruit notre mariage pour un mensonge. Antoine a au moins eu la décence de paraître embarrassé. Je sais, c'est impardonnable. Mais j'ai cru que c'était le mieux à ce moment-là. Lucie et moi, eh bien, je pensais que nous pourrions vraiment fonder une famille. Et maintenant, nous ne sommes plus ensemble, a-t-il répondu avec amertume. Il s'est avéré que nous n'étions pas aussi compatibles que nous le pensions. Un rire incrédule s'est échappé de mes lèvres. Incompatible ? Après avoir détruit notre mariage pour elle ? Je sais que ça semble ridicule, a admis Antoine. Mais j'avais besoin que tu saches la vérité. Je te dois au moins ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme perdu, un enfant effrayé qui avait fait un choix terrible et en payait maintenant les conséquences. Pendant un instant, j'ai été tentée de le consoler, de retomber dans le rôle que j'avais joué pendant tant d'années, la compréhensive, celle qui arrange tout. Mais ce temps était révolu. Je n'étais plus cette Sophie. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit en me levant. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Antoine. Sophie, m'a-t-il appelé alors que je m'éloignais. Tu crois qu'un jour tu pourras me pardonner ? Je me suis arrêtée et je l'ai regardé une dernière fois. Je t'ai déjà pardonné, ai-je répondu avec sincérité. Mais ça ne veut pas dire que je te ferai à nouveau confiance. Je suis sortie dans la rue en sentant un poids se lever de mes épaules. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, me libérait des doutes, des questions sans réponse. Antoine ne m'avait pas quittée par amour pour une autre, ni pour le rêve d'une famille. Il m'avait quittée par lâcheté, par incapacité à faire face à un mensonge. En marchant vers la maison, j'ai pensé à l'ironie de la situation. Le mensonge de Lucie avait détruit mon mariage, mais il m'avait aussi libérée d'une relation qui ne me permettait pas de grandir. Sans le savoir, elle m'avait rendu service. Au lieu de rentrer directement chez moi, mes pas m'ont mené jusqu'à l'université. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais soudain, j'avais besoin de voir Alexandre, de partager avec lui cette étrange sensation de clôture. Je l'ai trouvé sortant d'un cours, entouré d'étudiants qui continuaient à lui poser des questions même en dehors de la salle. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire qui a fait battre mon cœur plus vite. « Sophie » a-t-il dit en s'approchant. « Quelle agréable surprise. Tu as un moment ?» ai-je demandé. « J'aimerais te parler. »« Bien sûr » a-t-il répondu. Et ensemble nous avons marché vers l'avenir, un pas à la fois. Les mois d'été ont transformé Paris en une fournaise. La chaleur collait à la peau comme une seconde couche, et les rues se vidaient pendant les heures les plus intenses de la journée. Mais malgré la chaleur étouffante, ce furent pour moi des mois d'épanouissement. Ma relation avec Alexandre a évolué avec le naturel de quelque chose qui était destiné à être. Il n'y a pas eu de grandes déclarations ni de moments dramatiques, juste une progression constante vers quelque chose de profond et de sincère. D'abord, ce furent des cafés après le club de lecture, puis des dîners, des après-midi dans les musées, et enfin, de longues nuits de conversation dans mon appartement, ou le sien. C'est étrange, lui ai-je dit un soir, alors que nous étions assis sur son petit balcon, profitant de la relative fraîcheur qu'apportait l'obscurité. Avec toi, je ne ressens pas le besoin de faire semblant, ou d'être quelque chose que je ne suis pas. Alexandre a souri, entrelaçant ses doigts avec les miens. C'est parce que je n'attends pas de toi que tu sois quelqu'un d'autre que toi. La Sophie qui découvre de nouveaux auteurs,
qui débat sur Cortázar avec passion, qui redécouvre sa propre voix. Son soutien à mon écriture avait été inconditionnel depuis que je lui avais parlé de mon roman oublié. Contrairement à Antoine, qui avait toujours traité mes ambitions littéraires comme un passe-temps insignifiant, Alexandre les prenait au sérieux. Il me posait des questions sur l'intrigue, me suggérait des lectures qui pourraient m'inspirer, et me cédait même de l'espace dans son bureau quand j'avais besoin de me concentrer loin des distractions de mon appartement. À la maison d'édition, le projet avec Isabelle Garcia donnait des résultats extraordinaires. Son roman avait pris forme grâce à notre collaboration, devenant une œuvre puissante que Jean-Pierre prédisait être un succès tant critique que commercial. « Tu as un don », m'a dit Isabelle lors d'une de nos sessions de travail. « Tu sais exactement comment faire briller une histoire sans changer son essence. C'est des années de pratique, » ai-je répondu, bien qu'intérieurement ces mots me remplissaient de fierté. « Non, c'est plus que ça », a-t-elle insisté. « C'est de l'intuition, c'est de l'empathie, c'est de l'art. » Isabelle était devenue une amie en plus d'être une auteure. Nous déjeunions souvent ensemble quand elle venait à Paris pour nos réunions, et elle m'avait invité à visiter l'Espagne quand son livre serait publié. « Tu dois connaître les lieux qui ont inspiré le roman », m'a-t-elle dit avec enthousiasme. « Tu tomberas amoureuse de l'Andalousie, je te le promets. » L'idée de voyager, d'explorer de nouveaux endroits, me paraissait de plus en plus attrayante. Avant, avec Antoine, nos voyages avaient toujours été conditionnés par ses préférences. Des destinations touristiques conventionnelles, des hôtels de luxe, des itinéraires soigneusement planifiés qui ne laissaient aucune place à la spontanéité. La possibilité de voyager à ma manière, de me perdre dans des rues inconnues, de découvrir des coins non marqués dans les guides, m'excitait profondément. Un mardi de juillet, Jean-Pierre m'a appelé dans son bureau. Je m'attendais à ce que ce soit pour discuter de l'avancement du manuscrit d'Isabelle. Mais à la place, je me suis retrouvée face à une proposition inattendue. « Nous ouvrons une succursale à Nice », m'a-t-il expliqué, m'offrant un café de sa machine personnelle, un privilège qu'il accordait rarement. Nous avons besoin de quelqu'un de confiance pour la diriger, quelqu'un avec un bon jugement éditorial et des capacités de gestion. J'ai pensé à vous. L'offre m'a laissé sans voix. C'était une opportunité extraordinaire, une reconnaissance de mon travail que je n'avais jamais attendue. Nice, avec son air méditerranéen, sa scène littéraire vibrante, son architecture mêlant l'ancien et le moderne, c'était tentant. C'est un grand changement, ai-je finalement réussi à dire. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, a acquiescé Jean-Pierre. Prenez quelques jours. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai envisagé personne d'autre pour le poste. Vous êtes la personne qu'il faut, Sophie. Je suis sortie de son bureau avec l'esprit en ébullition. Un nouveau travail, une nouvelle ville, un nouveau départ. N'était-ce pas ce que j'avais cherché? L'opportunité de me définir complètement en dehors de l'ombre de mon mariage raté? Mais il y avait aussi Alexandre. Notre relation, bien que relativement récente, était devenue un pilier dans ma vie. L'idée de me séparer de lui me provoquait une douleur physique. Étais-je prête à risquer ce que nous construisions pour une opportunité professionnelle? Ce soir-là, pendant que nous dînions dans mon appartement, je lui ai parlé de l'offre. « Nice », a répété Alexandre, considérant le mot comme s'il s'agissait d'une nouvelle saveur dans sa bouche. « C'est une excellente opportunité. »« C'en est une », ai-je confirmé, observant attentivement sa réaction. « Mais ça signifie quitter Paris. Te quitter. » Alexandre a pris ma main sur la table. « Pas nécessairement, » a-t-il dit calmement. « Nice n'est qu'à quelques heures de TGV. Nous pourrions nous voir les week-ends. Et en plus, il a fait une pause, comme s'il se demandait s'il devait dire la suite. Mon ex-femme a déménagé près de là il y a 6 mois, à Aix-en-Provence. Je pensais demander un transfert à l'université d'Aix-Marseille pour être plus proche de ma fille. Sa révélation m'a surprise. Je savais à quel point sa fille, Lucie, lui manquait, qu'il ne voyait qu'une fois par mois à cause de la distance. La possibilité que nous puissions tous les deux trouver ce que nous cherchions dans le sud semblait presque trop parfaite. « Tu le ferais ?» ai-je demandé, incapable de cacher l'espoir dans ma voix. « Tu viendrais dans le sud ?»« Pas immédiatement, » a-t-il répondu avec honnêteté. « Ces transferts prennent du temps, et je devrais terminer l'année universitaire ici. Mais oui, je le ferai. Pour Lucie, pour moi et pour nous. » Le mot « nous » a résonné en moi. Après la trahison d'Antoine, j'avais douté de pouvoir à nouveau faire partie d'un « nous »
qui ne me ferait pas sentir piégée ou diminuée. Mais ce qu'Alexandre et moi construisions était différent. Un nous basé sur le respect mutuel, l'admiration sincère, le soutien aux rêves de l'autre. « Et ton roman ?» a demandé Alexandre, changeant légèrement de sujet. « Penses-tu que tu pourrais continuer à y travailler à Nice ?» Sa question m'a rappelé que mon manuscrit avait considérablement évolué ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme une révision s'était transformé en une réécriture complète, influencée par ma nouvelle vie, mes nouvelles expériences. La protagoniste, à l'origine une archéologue qui déterrait des secrets étrangers, s'était transformée en une femme qui fouillait son propre passé, découvrant sur elle-même des vérités qui avaient été enfouies sous des couches d'attente et d'insécurité. « Je pense qu'un changement de décor pourrait être exactement ce dont il a besoin », ai-je répondu, sentant une excitation croissante à cette possibilité. De nouveaux lieux, de nouvelles inspirations. Les jours suivants, je les ai consacrés à faire des recherches sur la vie à Nice. Les quartiers, les coûts, la scène culturelle. Anne a été la première personne que j'ai appelée après Alexandre. « Nice ?» Sa voix semblait excitée au téléphone. « C'est parfait, Sophie. Tu as toujours adoré cette ville. » C'était vrai. Pendant mes années universitaires, j'avais passé un semestre à Nice dans le cadre d'un échange. Ça avait été l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Explorant le vieux Nice, découvrant des librairies cachées, écrivant dans des cafés face à la mer. C'est peut-être pour ça qu'Antoine n'avait jamais voulu visiter Nice avec moi, sentant intuitivement qu'il y avait là une version de moi qu'il ne pouvait pas contrôler. « Et Alexandre ?» a demandé Anne, toujours directe. « Comment s'intègre-t-il dans ce plan ?» Je lui ai parlé de son possible transfert, de sa fille dans le sud, de la façon dont les pièces semblaient s'emboîter parfaitement. « Ça semble presque trop beau », a commenté Anne avec une note de prudence. « Souviens-toi juste d'avancer pas à pas, d'accord ? Tu n'as pas besoin de résoudre tout ton avenir d'un seul coup. » Son conseil était sensé, comme toujours. Dans mon enthousiasme pour cette nouvelle opportunité, je risquais de me lancer sans regarder, de commettre les mêmes erreurs qu'avec Antoine, construire une vie entière autour d'une relation, perdre de vue mes propres désirs et besoins. « Tu as raison », ai-je admis. D'abord le travail, après tout le reste. Quand je me suis finalement réunie avec Jean-Pierre pour lui donner ma réponse, j'avais les idées claires. « J'accepte », lui ai-je dit avec détermination. « Mais j'ai quelques conditions. » Jean-Pierre a haussé les sourcils, surpris par mon assurance. L'ancienne Sophie aurait accepté avec gratitude, sans négocier, sans rien exiger. « Je vous écoute », a-t-il dit en se calant dans son fauteuil. « Je veux une autonomie éditoriale pour la succursale de Nice. Je veux pouvoir décider des manuscrits que nous publions, des auteurs que nous promouvons. Et je veux emmener Isabelle Garcia comme notre premier auteur. » Jean-Pierre m'a observé un long moment, comme s'il me voyait pour la première fois. Finalement, un sourire est apparu sur ses lèvres. « Vous savez, quand je vous ai engagé il y a 8 ans, j'ai vu du potentiel en vous. Mais vous avez toujours été si contenue, si prudente. Je suis heureux de voir que vous montrez enfin les griffes. »« C'est un oui ?» ai-je demandé, gardant mon sang-froid bien que mon cœur battait la chamade à l'intérieur. « C'est un oui », a confirmé Jean-Pierre. « À une condition. Je veux lire votre roman quand il sera terminé. » Je suis restée immobile, traitant ses paroles. « Comment savez-vous que j'écris un roman ?» Jean-Pierre a haussé les épaules. « Les rumeurs vont vite dans une maison d'édition. Camille a mentionné quelque chose. Isabelle a commenté autre chose. Ne sous-estimez pas mon réseau d'informations. » Je suis sortie de la réunion en ressentant un mélange de vertige et d'euphorie. C'était officiel. Dans 2 mois, je déménagerai à Nice pour diriger la nouvelle succursale de la maison d'édition. C'était une responsabilité énorme, un défi qui m'excitait et me terrifiait à parts égales. Ce soir-là, Alexandre a organisé une petite célébration dans son appartement. Il avait préparé un dîner provençal, une daube, du pain frais, une tarte tropézienne en dessert, et avait acheté du champagne pour trinquer. « À la nouvelle directrice éditoriale », a-t-il dit en levant sa coupe. « À ton courage, à ton talent, à tout ce que tu accompliras à Nice. Nous avons trinqué et dîné entre rires et projets. Nous avons parlé des quartiers où je pourrais vivre, des restaurants que nous devrions visiter, de ce que serait notre vie une fois qu'il aurait lui aussi déménagé. Tu vas me manquer ces mois-ci, ai-je admis pendant que nous faisions la vaisselle. Je me suis habituée à t'avoir près de moi. » Alexandre m'a enlacée par derrière.
posant son menton sur mon épaule. « Toi aussi. Mais ce n'est pas un adieu, Sophie. C'est juste un entracte avant le prochain chapitre. » Ces paroles m'ont réconfortée. Ce n'était pas comme quand j'avais quitté Paris en fuyant Antoine, le cœur brisé et l'avenir incertain. Cette fois, je partais de mon propre chef vers quelque chose de nouveau et d'excitant, avec des personnes qui croyaient en moi m'attendant aussi bien à Nice qu'à Paris. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de préparatifs. J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier de Cimier, avec un balcon donnant sur une place arborée et suffisamment d'espace pour une petite bibliothèque. Jean-Pierre et moi avons sélectionné l'équipe qui m'accompagnerait dans la nouvelle succursale. Un graphiste fraîchement diplômé aux idées novatrices, une responsable marketing expérimentée en réseaux sociaux et un jeune éditeur spécialisé en littérature hispanophone. Alexandre m'a aidé à faire les cartons, une tâche qui s'est avérée plus émouvante que prévu. Chaque objet que je mettais dans les boîtes était chargé de souvenirs, des livres qui avaient marqué des étapes de ma vie, des photographies de moments heureux, même de petits souvenirs de voyages qui représentèrent des rêves et des aspirations. C'est étrange, ai-je commenté en emballant soigneusement un vase que ma grand-mère m'avait offert. Quand j'ai quitté cet appartement après l'affaire avec Antoine, j'ai à peine emporté des vêtements et des documents. Les choses ne m'importaient pas. Maintenant, chaque objet semble important. Parce que maintenant, tu emportes toute ta vie, a répondu Alexandre avec sagesse. Tu ne fuis pas quelque chose, tu avances vers quelque chose. La veille de mon départ, Anne est venue de Marseille pour me dire au revoir. Les 3 heures que nous avons passées ensemble ont été un torrent d'émotions. La nostalgie des moments partagés, l'excitation pour ma nouvelle aventure, les promesses de visites fréquentes. « Je suis si fière de toi », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras sur le pas de la porte. « Tu t'es reconstruite à partir de zéro, Sophie, et tu l'as fait à ta manière. » Ces paroles m'ont profondément émue. C'était vrai. En un peu plus d'1 an, j'étais passée d'une femme brisée par la trahison à une personne forte, décidée, capable de prendre les rênes de sa vie. Le matin de mon départ, le ciel était clair et lumineux, comme si Paris voulait me dire au revoir avec son plus beau visage. Alexandre m'a accompagnée à la gare de Lyon, où je devais prendre le TGV pour Nice. « Je te vois dans 2 semaines », m'a-t-il rappelé pendant que nous attendions sur le quai. Nous avions convenu qu'il viendrait me rendre visite dès que je serais installée. « Ça semble une éternité », ai-je répondu, essayant de faire sonner ça comme une blague, même si je le ressentais vraiment. Alexandre a pris mon visage entre ses mains, avec cette délicatesse qui me désarmait toujours. « Sophie Moreau, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as survécu au pire et maintenant tu vas vers le meilleur. 2 semaines ne sont rien comparées à ce que tu as surmonté. » L'annonce de l'arrivée du train a interrompu notre moment. Nous nous sommes embrassés une dernière fois. Un baiser qui avait le goût d'une promesse, d'un avenir, de possibilités infinies. « Je t'aime », a-t-il murmuré contre mes lèvres. « Va et conquiers Nice. » Je suis montée dans le train, le cœur plein et l'esprit clair. Alors que Paris s'éloignait par la fenêtre, j'ai ressenti un étrange mélange de nostalgie et de libération. Cette ville avait été le théâtre de ma plus grande douleur, mais aussi de ma renaissance. Je l'emportais avec moi, comme j'emportais mes expériences, mes cicatrices, mes apprentissages. Nice m'attendait avec ses rues sinueuses, sa mer bleue, ses possibilités inexplorées. Et j'allais à sa rencontre, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui avance. Non pas comme quelqu'un qui se cache, mais comme quelqu'un qui brille de sa propre lumière. Le train prenait de la vitesse, et avec chaque kilomètre que je laissais derrière moi, je sentais que ma vie faisait de même, avançant, accélérant, se dirigeant vers un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, m'appartenait entièrement. Nice m'a accueilli à bras ouverts, comme si la ville m'avait attendu. Mon appartement à Cimier s'est avéré encore plus accueillant que ne le montrèrent les photos. De hauts plafonds avec des poutres en bois, des sols en carreaux de ciment, et ce balcon donnant sur la place, où j'ai installé une petite table et une chaise qui sont devenues mon coin d'écriture préféré. Les premiers jours furent un tourbillon d'activités. Aménager le bureau de la maison d'édition, rencontrer l'équipe, établir des contacts avec les librairies et les médias locaux. Mais contrairement au stress que j'aurais ressenti auparavant, cette fois chaque défi était accompagné d'une excitation qui me remplissait d'énergie. Tu es un véritable tourbillon,
m'a dit Martin, le jeune éditeur spécialisé en littérature hispanophone qui avait rejoint mon équipe. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de passion pour les livres. Son commentaire m'a fait sourire. La passion avait toujours été là, seulement pendant des années, je l'avais contenue, je l'avais domestiquée pour qu'elle s'intègre dans la vie que je menais avec Antoine. Maintenant, elle coulait librement, et cette liberté se reflétait dans tout ce que je faisais. Les premières semaines à Nice, j'ai établi une routine qui me comblait. Le matin, je travaillais à la maison d'édition. L'après-midi, j'explorais la ville, où j'avançais sur mon roman. Et les week-ends, je découvrais des coins moins touristiques, du charme bohème du port aux calanques tranquilles au-delà de la ville. Comme promis, Alexandre est venu me rendre visite 2 semaines après mon arrivée. Le voir descendre du train à la gare de Nice-Ville a fait faire un bond à mon cœur. Sa présence physique m'avait manqué. Le son de son rire, l'odeur de son eau de Cologne, la sensation de ses mains entrelacées avec les miennes. « Tu m'as tellement manqué », ai-je avoué alors que nous marchions sur la promenade des Anglais, sous le doux soleil de l'après-midi. « Toi aussi », a-t-il répondu en me serrant la main. La fac semble vide sans nos discussions sur Garcia Marquez à la cafétéria. Ce week-end fut magique. Je lui ai montré ma Nice, les librairies cachées du vieux Nice, les cafés historiques, le marché aux fleurs du cours Saleya. J'ai aussi rencontré Lucie, sa fille, une enfant aux yeux vifs et à la curiosité insatiable qui ressemblait étonnamment à son père. « J'aime bien ta copine », a dit Lucie à Alexandre quand elle croyait que je ne pouvais pas l'entendre. Elle connaît plein d'histoires. Ce soir-là, alors que nous dînions sur la terrasse de mon appartement sous les étoiles de Nice, Alexandre m'a annoncé une nouvelle qui allait changer nos plans. L'université d'Aix-Marseille m'a offert un poste pour le semestre prochain, a-t-il annoncé avec un mélange d'excitation et de prudence. Je commencerai en janvier. Mais c'est fantastique, ai-je m'exclamé, sincèrement heureuse. Pourquoi n'as-tu pas l'air plus enthousiaste? Alexandre a soupiré, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Parce qu'il y a des conditions. Je devrais donner des cours en anglais pour le programme international, ce qui signifie plus de travail de préparation. Et le salaire est inférieur à celui de Paris, du moins au début. Mais tu serais près de Lucie, ai-je souligné. Et de moi. Un sourire s'est lentement étendu sur son visage. Oui, ça compense tous les inconvénients. Alors, tu le feras? Si tu es d'accord, oui, a-t-il répondu, me regardant droit dans les yeux. Parce que cela nous concerne tous les deux, Sophie. Cela signifierait accélérer notre relation, nous voir plus souvent, partager plus de temps ensemble. Sa considération pour mes sentiments, pour mon espace, était une autre des choses que j'appréciais le plus chez lui. Alexandre ne supposait jamais, ne tenait jamais pour acquis que je voudrais la même chose que lui. Je suis plus que d'accord, ai-je répondu avec sincérité. Ces 15 jours sans toi ont été une éternité. Nous avons scellé l'accord avec un baiser qui avait le goût d'une promesse, d'un avenir partagé, de possibilités. Quand Alexandre est retourné à Paris le dimanche, il l'a fait avec la certitude que dans quelques mois, nous serions de nouveau ensemble, cette fois de manière permanente. L'automne à Nice a apporté de nouveaux défis et de nouvelles satisfactions. Le roman d'Isabelle Garcia a été publié en octobre et a été un succès immédiat, des critiques enthousiastes, des interviews dans les médias nationaux et même l'intérêt de producteurs de cinéma pour les droits d'adaptation. Tout cela, c'est grâce à toi, m'a dit Isabelle, lors de la présentation du livre dans une librairie de la ville, bondée de monde. Tu as cru en cette histoire quand ce n'était dit que des pages en désordre. L'histoire a toujours été là, ai-je répondu avec modestie. J'ai juste aidé à la faire briller. Le succès d'Isabelle a mis notre petite succursale sur la carte éditoriale. Soudain, des auteurs qui avaient été réticents à publier avec nous nous envoyaient leurs manuscrits. Des librairies qui nous avaient à peine prêté attention voulaient maintenant organiser des événements avec nos écrivains. C'était exactement ce dont j'avais rêvé en acceptant le poste. Pendant ce temps, mon propre roman avançait à bon rythme. Les matinées de week-end sur mon balcon étaient devenues mon moment d'écriture sacré. L'histoire avait considérablement évolué depuis ce premier brouillon oublié dans un tiroir. Elle était maintenant plus mature, plus complexe, plus honnête. Ma protagoniste n'était plus une simple archéologue déterrant des vestiges anciens, mais une femme affrontant son passé pour pouvoir construire son avenir. Un après-midi de novembre, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Antoine. Sophie, sa voix semblait différente,
plus grave, comme s'il avait vieilli de plusieurs années pendant les mois où nous ne nous étions pas parlé. « J'ai appris que tu es à Nice maintenant. »« C'est exact, » ai-je confirmé, sans donner plus de détails. « Que veux-tu, Antoine ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil, comme s'il rassemblait son courage. « Je voulais te féliciter pour ton succès avec le livre de cet auteur espagnol. Je l'ai lu, et c'est extraordinaire. Ces félicitations m'ont déconcerté. Pendant notre mariage, Antoine avait rarement montré de l'intérêt pour mon travail, le traitant comme un passe-temps plutôt que comme une carrière sérieuse. « Merci », ai-je répondu, toujours sur mes gardes. « Y a-t-il autre chose ?»« Oui », a-t-il admis. « Je voulais te dire que je suis heureux pour toi, pour tout ce que tu accomplis. Tu le mérites. » Ces paroles semblaient sincères, mais après tant de temps de manipulation et de mensonges, j'avais du mal à faire confiance à sa générosité apparente. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant, Antoine ?» Un autre silence, plus long cette fois. « Parce que je suis en thérapie, » a-t-il finalement dit. « J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai ruiné la meilleure chose que j'avais dans ma vie. » L'aveu m'a laissé sans voix. Je n'aurais jamais attendu d'Antoine, avec sa fierté et sa résistance à admettre ses erreurs, qu'il cherche de l'aide professionnelle. « Je suis contente pour toi, » ai-je dit avec honnêteté. « La thérapie peut être très utile. » « Elle l'est, » a-t-il confirmé. « Elle m'aide à voir à quel point j'ai été égoïste, contrôlant. Comment j'ai essayé de te modeler selon ce que je croyais que tu devais être, au lieu de t'aimer comme tu étais. C'était exactement ce que j'avais ressenti pendant des années, mais que je n'avais jamais osé exprimer clairement, même à moi-même. » L'entendre de sa bouche m'a procuré une étrange sensation de validation. « Antoine, » ai-je dit après un moment, « je te remercie de me dire ça, mais je n'ai plus besoin de tes excuses pour aller bien. » J'ai tourné la page. « Je sais, » a-t-il répondu avec une note de résignation. « Je voulais juste que tu saches que je travaille à être une meilleure personne. Pas pour te récupérer, ça je le comprends et je le respecte, mais pour ne plus jamais faire de mal comme ça à personne. » Après avoir raccroché, je suis restée à contempler la vue depuis ma fenêtre. Le ciel de Nice virant à l'orange avec le coucher du soleil, les lumières commençant à s'allumer dans les bâtiments voisins, la vie poursuivant son cours inexorable. L'appel d'Antoine avait été un rappel de combien ma vie avait changé, de combien j'avais changé moi-même. Ce soir-là, j'ai écrit comme jamais auparavant. Les mots coulèrent d'un endroit profond en moi, comme si la conversation avec Antoine avait débloqué quelque chose qui était encore coincé. Quand j'ai finalement arrêté d'écrire, il était 3 heures du matin et j'avais terminé le dernier chapitre de mon roman. Je me suis servi un verre de vin pour fêter ça, vibrant encore de l'énergie créatrice qui m'avait possédée pendant des heures. Mon roman était terminé. Mon histoire, bien que transformée et romancée, était enfin couchée sur le papier. C'était un accomplissement qui m'avait autrefois semblé impossible. Le lendemain matin, encore enivré par la satisfaction d'avoir achevé mon manuscrit, j'ai eu une autre surprise. Jean-Pierre, mon patron et mentor, m'a appelé pour m'annoncer qu'il venait à Nice. « J'ai des nouvelles importantes à te donner en personne », m'a-t-il dit d'un ton que je n'ai pas su interpréter. « Pouvons-nous nous voir demain pour dîner ?» L'incertitude m'a accompagnée toute la journée suivante. Était-ce de bonnes ou de mauvaises nouvelles? Serait-il satisfait de ma gestion de la succursale? Y aurait-il des problèmes avec l'une de nos publications? Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant sur le port, avec vue sur la mer. Jean-Pierre, toujours élégant dans son costume sombre caractéristique, m'attendait avec une bouteille de champagne déjà ouverte. « Avant que vous ne vous inquiétiez ?» a-t-il dit en m'asseyant. « Ce sont de bonnes nouvelles. Excellentes, en fait. » Le soulagement m'a envahi. Que se passe-t-il? La maison d'édition a reçu une offre de rachat, a expliqué Jean-Pierre en me servant une coupe de champagne. Un groupe éditorial français veut se développer en Europe et nous a repérés. La nouvelle m'a surprise. Notre maison d'édition avait toujours été indépendante, un petit bastion de qualité littéraire face aux grands groupes. « Et c'est une bonne chose ?» ai-je demandé prudemment. « Très bonne », a assuré Jean-Pierre. « Nous garderons notre indépendance éditoriale, mais nous aurons le soutien financier dont nous avons besoin pour grandir. Et c'est là que vous intervenez. Moi, ils veulent que la succursale de Nice devienne le centre des opérations pour toute la littérature en langue étrangère, a expliqué Jean-Pierre avec enthousiasme. Et ils veulent que vous la dirigiez. Pas seulement Nice, mais toute la division. L'ampleur de l'offre m'a laissé abasourdi. C'était une responsabilité énorme, une reconnaissance de mon travail dont je n'aurais jamais rêvé. Pourquoi moi? Ai-je réussi à demander. Parce que vous avez prouvé que vous aviez une vision,
a répondu Jean-Pierre avec sincérité. Ce que vous avez accompli à Nice en quelques mois est impressionnant. Le succès d'Isabelle Garcia, les nouveaux auteurs que vous avez signés, l'image renouvelée de la maison d'édition. Vous avez créé quelque chose de spécial ici, Sophie. Et ils l'ont remarqué. Nous avons trinqué à la nouvelle, à l'avenir, aux possibilités qui s'ouvraient devant nous. Quand je suis rentrée à mon appartement ce soir-là, j'avais l'impression de flotter. Tout semblait s'emboîter. Ma carrière, ma relation avec Alexandre, mon roman terminé, ma nouvelle vie à Nice. La semaine suivante, Alexandre est venu me rendre visite avec une autre surprise. Il avait réussi à avancer son transfert à l'université. Il commencerait après Noël, à peine un mois plus tard. Je ne pouvais plus attendre, a-t-il avoué en défaisant sa valise pour le week-end. Chaque fois que je retourne à Paris, je me sens comme un étranger. Ma vie est ici maintenant, avec toi. Nous avons célébré la nouvelle en parcourant la ville, en faisant des projets, en imaginant notre vie ensemble à Nice. Nous avons visité des appartements près du mien, parlé de possibilités, de rêves, de craintes. N'est-ce pas trop rapide ? Ai-je demandé un soir, donnant voix au seul doute qui assombrisait mon bonheur. Il y a à peine 1 an et demi que je suis sortie d'un mariage brisé. Alexandre a pris ma main sur la table du restaurant où nous dînions. Il n'y a pas de bon moment pour ça, Sophie. Chaque personne, chaque relation a son propre rythme. Et si tu sens que c'est trop rapide, nous pouvons ralentir les choses. Rien ne presse. Sa compréhension, son respect pour mes doutes, n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Ce que nous avions était différent, était sain, était réel. Je ne veux rien ralentir, ai-je répondu avec détermination. Je veux construire une vie avec toi, Alexandre. Ici, à Nice, ou n'importe où. Décembre est arrivé avec son souffle frais et ses lumières de Noël. Nice s'est transformée en un décor de contes de fées, avec les rues ornées et l'ambiance festive imprégnant chaque coin. J'ai décidé de passer les fêtes à Marseille avec Anne et sa famille, tandis qu'Alexandre se rendait à Paris pour être avec ses parents avant son déménagement définitif. La veille de mon départ pour Marseille, j'ai reçu un email de Jean-Pierre. L'objet était simple. À propos de votre roman. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le message. Chère Sophie, j'ai terminé de lire votre manuscrit et je ne peux dire qu'une chose. Il est extraordinaire. L'honnêteté émotionnelle, la profondeur des personnages, la structure impeccable. C'est l'œuvre d'une véritable écrivaine. Si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'il soit le premier lancement de notre nouvelle étape sous l'égide du groupe français. Une déclaration d'intention sur le type de littérature que nous voulons publier. Joyeux Noël, Jean-Pierre. Les larmes n'ont coulé sur mes joues pendant que je relisais le message encore et encore. Mon roman, ce projet qui avait commencé comme un acte de rébellion contre le mépris d'Antoine, allait être publié. Ma voix, réduite au silence pendant si longtemps, allait enfin être entendue. J'ai immédiatement appelé Alexandre pour partager la nouvelle. « J'ai toujours su que tu étais une écrivaine exceptionnelle », a-t-il dit avec cette confiance inébranlable qu'il avait en moi. Le monde entier est sur le point de le découvrir aussi. Ce soir-là, assise sur mon balcon sous les étoiles de Nice, j'ai pensé au long chemin que j'avais parcouru. De cet après-midi gris à Paris où ma vie s'était effondrée, jusqu'à ce moment de plénitude et de possibilité. J'avais perdu un mariage, mais je m'étais trouvée moi-même dans le processus. Les paroles de ma sœur Anne ont résonné dans mon esprit. Tu ne fuis pas quelque chose, tu avances vers quelque chose. Et c'était vrai. Chaque pas, même les plus douloureux, m'avait mené exactement là où je devais être. Le vent frais de décembre a caressé mon visage, alors que je contemplais les lumières de la ville que j'appelais maintenant mon foyer. Nice, avec son mélange de tradition et de modernité, de passion et de sagesse, était le cadre parfait pour ce nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre que j'écrivais selon mes propres règles, à mon propre rythme. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à esquisser des idées pour mon prochain roman. Les mots coulaient avec facilité, avec la confiance de quelqu'un qui a enfin trouvé sa voie. Je n'étais plus la Sophie peu sûre d'elle qui cherchait l'approbation à chaque coin de rue. J'étais une femme complète, avec des cicatrices qui racontaient des histoires de survie et de renaissance. Quand le froid est devenu trop intense, je suis rentrée dans l'appartement et je me suis servi un dernier verre de vin. J'ai trinqué en silence au passé qui m'avait forgé, au présent dont je profitais, et à l'avenir qui m'attendait, avec d'infinies possibilités. J'ai trinqué à Antoine, dont le rejet m'avait libérée, à Anne,
dont le soutien inconditionnel m'avait soutenu, à Alexandre, dont l'amour m'avait montré qu'il était possible d'être aimé sans être possédé. Mais surtout, j'ai trinqué à moi-même, à la femme qui avait appris à se relever après être tombée, à se reconstruire après s'être brisée, à briller de sa propre lumière après avoir vécu dans l'ombre. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Anne. « Prête à venir demain ?» a-t-elle demandé avec enthousiasme. « Les enfants rendent maman folle en demandant quand arrive tata Sophie. »« Prête », ai-je répondu avec un sourire. Plus prête que jamais. Et c'était vrai. J'étais prête pour Noël avec ma famille, pour le déménagement d'Alexandre, pour la publication de mon roman, pour les nouveaux défis à la maison d'édition. J'étais prête pour la vie que j'avais choisie, pour la femme que j'étais devenue. Pendant que je me préparais à dormir, je me suis souvenue d'une phrase que j'avais écrite dans mon roman, dans la bouche de ma protagoniste. Parfois, il faut se perdre pour se trouver. Parfois, il faut se briser pour découvrir de quoi on est vraiment fait. Jamais des mots n'avaient été aussi vrais. Je m'étais perdue dans un mariage qui me diminuait, je m'étais brisée avec une trahison que je croyais me détruire. Mais au lieu de me détruire, ces expériences m'avaient révélé ma véritable essence. Une femme forte, créative, capable de se réinventer et de trouver de la beauté même dans les moments les plus sombres. Nise dormait sous un manteau d'étoiles pendant que je me glissais entre les draps, en paix avec mon passé, amoureuse de mon présent, et enthousiasmée par mon avenir. Le chemin avait été long et parfois douloureux, mais chaque pas m'avait mené exactement là où je devais être. Et cela, plus que tout succès professionnel ou personnel, était le véritable triomphe. M'être trouvée moi-même dans le processus, être revenue à la Sophie que j'aurais toujours dû être. L'écrivaine, l'éditrice, l'amie, la sœur, l'amante, la femme complète et authentique qui regardait maintenant le monde avec des yeux neufs, libre enfin des chaînes qu'elle s'était elle-même imposées. Le sommeil est venu, doux et réparateur, comme une promesse que les meilleurs chapitres de mon histoire restaient encore à écrire.